Bonjour à tous, je suis Anaïs Pacard. Pour ceux que je ne connais pas, qui ne me connaissent pas, je suis responsable de la communication pour le Cercle des économistes. Merci beaucoup d'être là ce matin. On va commencer dans 3 minutes. Voilà, donc vous avez le temps d'aller chercher un petit café ou un croissant. Voilà. Et on commence dans 3 minutes, le temps que les derniers invités arrivent. Merci. Pour information à tous, on Je va vais commencer à utiliser aussi 32. l'espace discussion C'est Anaïs Pacard qui pour nous demande de communiquer avec décaler de 2 vous et minutes vous parce que donner la marche tous à les suivre journalistes ne si vous sont pas souhaitez poser arrivés. des questions à la fin des interventions de chacun des intervenants. Nous allons démarrer dans 1 minute. Voilà, monsieur Lorenzi, je vais envoyer le décompte dans 30 secondes. Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous rejoindre aussitôt, mais c'est pour la bonne cause puisque au fond, le Sales Economists et beaucoup d'autres ont décidé d'essayer de favoriser un débat dans le pays sur tous les sujets que nous traitons finalement assez peu, qui sont les sujets à côté du sanitaire, de l'épidémiologie dont nous entendons parler partout du matin jusqu'au soir et du soir au matin, de manière souvent contradictoire, personne ne comprend plus rien. Et nous allons juste essayer de permettre jusqu'aux rencontres d'Aix qui auront lieu au mois de juillet, de favoriser, de discuter, de débattre sur tous les grands thèmes, la réindustrialisation, les problèmes de la jeunesse, voilà, tout ce qu'on peut imaginer, évidemment, et le stop and go, les problèmes européens. Donc, nous allons passer 1 heure ensemble. Ça n'est pas la position du Cercle d'économistes, la position, c'est 8 positions différentes. Il se trouve qu'il y a 6 membres du Cercle d'économistes, mais c'est leur position. Et puis on a la chance aussi d'accueillir 2 amis qui représentent 2 institutions tout à fait remarquables, que ce soit Fondapol et c'est Dominique Régnier, et que ce soit Attac et c'est Dominique Plion. Merci à eux de se joindre à nous. Alors on va traiter d'à peu près tous les thèmes en quelques minutes chacun qui portent sur, c'est Patrick Artus, c'est les conséquences économiques d'un retard vaccinal, Hippolyte Dalby, c'est les risques de tension migratoire, Jean Pisani-Ferry, c'est l'état de l'Europe post-Covid, Dominique Régnier, c'est la France face au risque de décrochage scientifique, Alain Tranon, c'est le risque de la dette,
Dominique Pillon, c'est le risque d'une austérité budgétaire. François Benamou, c'est le risque d'une crise sociale, deux crises sociales, pardon. Et moi, ce sera le risque de crise intergénérationnelle. Vous voyez, il y a beaucoup de crises. On est d'une certaine manière très soucieux de ce qui est en train de se passer pour l'année 2021 en France et en Europe, mais chacun d'entre nous va s'exprimer. Je demande à tous mes camarades de rester dans une limite très précise, entre 5 et 6 minutes maximum. Et puis à ce moment-là, on se donnera un nombre, peut-être une dizaine de minutes, 10-15 minutes sur les questions, mais c'est tout. Et tout simplement parce que c'est la parole des 8 qui finalement va montrer aux uns aux autres qu'il y a un problème de débat dans notre pays sur tous ces sujets. Je laisse immédiatement la parole à mon ami Patrick Artus. Merci Jean-Hervé, bonjour à tous. Donc je vais prendre 5 minutes sur le premier thème qui est retard vaccinal et perspectives économiques. Alors nous vivons pour l'instant avec des prévisions de croissance, que ce soit pour la France ou pour la zone euro, qui sont dans une fourchette de 4 à 5% en 2021, qui sont un petit peu plus basses qu'il y a 6 mois, où on était dans une fourchette de 5 à 6%. La première question, c'est de se demander si cette perspective de croissance est encore raisonnable aujourd'hui. Alors nous voyons tous, d'une part, apparaître les variants des virus. Et vous savez que certaines, même si les travaux de recherche sont encore préliminaires, certains de ces variants semblent résister aux anticorps et donc même peut-être au vaccin. Nous voyons tous que la vaccination va prendre un temps très long. Et donc, il est assez probable qu'on aura davantage de restrictions sanitaires dans la première moitié de 2021 que ce qui est encore implicite dans les prévisions qui circulent. On peut utiliser un ordre de grandeur approximatif, mais qui n'est pas très faux, et qui dit que quand on a 1 mois de confinement supplémentaire, on perd sur l'année 1 point de PIB. Donc si vous pensez, comme moi, qu'on risque d'avoir 2 mois de confinement assez strict au premier semestre qui n'est pas encore intégré dans les perspectives économiques, il faut probablement enlever 2 points aux perspectives de croissance, ce qui fait qu'on reviendrait sur 2021 à une prévision de croissance qui serait plutôt comprise entre 2 et 3% et pas entre 4 et 5%. Alors je vais me placer dans cette hypothèse et on va voir que cette hypothèse a des conséquences qui sont assez graves sur le moyen terme et pas seulement sur l'activité instantanée. La première, évidemment, c'est que la normalisation du revenu et de la production est beaucoup plus tardive. Dans les scénarios usuels présents, je dirais, de croissance, on retrouve le niveau du PIB d'avant-crise vers le milieu de 2022. Dans ce scénario un peu plus sévère, où on a à nouveau que 2 à 3% de croissance en 2021, on ne retrouve le niveau du PIB d'avant-crise que vers la mi-2023 au mieux. Donc on décale d'1 an la normalisation, et encore, c'est une bizarre normalisation, puisque ce qu'il faudrait regarder, c'est pas le déficit de PIB par rapport au PIB du 4e trimestre 2019, mais c'est le déficit de PIB par rapport au PIB potentiel, ou par rapport au PIB qu'on aurait eu sans la crise. Celui-là, évidemment, est encore beaucoup plus grave. On peut rajouter un gros pourcent par an, avec l'idée que la croissance potentielle est d'un peu plus de 1% par an. Alors, qu'est-ce qui se passe si on est massivement en sous-emploi encore jusqu'à l'automne 2023 et pas seulement jusqu'à l'automne 2022? La première chose, c'est que beaucoup d'entreprises vont devoir continuer à s'endetter. C'est un sujet qui commence à être extrêmement débattu entre les banques, le gouvernement, les milieux d'entreprise. On a déjà en France les PGE, les prêts avec la garantie de l'État, pour plus de 130 milliards d'euros. Il y a eu d'autres formes d'endettement, ce qui fait qu'on a presque 200 milliards d'euros d'augmentation de l'endettement des entreprises. On sait que les entreprises ne pourront pas, pour la plupart d'entre eux aujourd'hui, rembourser cette dette. On va reporter les remboursements de la dette et on s'apprête à faire de nouvelles dettes. Et on s'aperçoit en travaillant qu'on a énormément de mal à mettre en place un système de transformation de la dette en fonds propres ou d'augmentation des fonds propres des entreprises. Ça pose des difficultés techniques et c'est un dossier qui n'avance pas beaucoup. Donc on risque d'avoir une dégradation des bilans des entreprises beaucoup plus forte que celle qui était prévue jusqu'à présent. Et ceci, évidemment, laisse craindre des faillites plus importantes, ce qu'on ne voit pas du tout aujourd'hui, bien sûr, et qu'on verra plus tard, et laisse craindre, bien sûr, avec des bilans plus faibles, et une difficulté à recapitaliser les entreprises qui manifestent un affaiblissement d'investissement et de la croissance potentielle.
Le deuxième sujet, c'est qu'on accroît la déformation sectorielle de l'économie, puisque la spécificité de cette crise, c'est qu'elle ne touche pas tous les secteurs. Hein. Quand vous regardez les choses, en fait, vous touchez surtout les PME des secteurs que vous connaissez tous, hein, c'est-à-dire la restauration, l'hébergement, le commerce, le transport, la culture, l'événementiel. Donc c'est une crise qui est en fait très hétérogène et très concentrée. Vous accroissez l'hétérogénéité. Et l'hétérogénéité de l'économie, c'est une des spécificités de cette crise qui va en particulier impliquer qu'il va falloir que énormément de salariés changent de secteur d'activité et de profession. Et plus la crise dure, plus vous amplifiez ce problème qui va être une charge totalement ingérable probablement par les systèmes de formation. Et puis mon dernier point, pour ne pas dépasser les fameuses 5 minutes, c'est de dire que probablement ceci veut dire que la politique monétaire va rester beaucoup plus longtemps expansionniste que ce qui est aujourd'hui annoncé. La Banque centrale européenne a annoncé qu'elle maintenait ses programmes d'achat de dette jusqu'en mars 2022. Mais si on a un sous-emploi très important jusqu'à l'été 2023, très probablement ceci sera continué. On aura de nouvelles annonces de la BCE. Et si on continue à créer une montagne de monnaie, il faut bien analyser les conséquences de cette montagne de monnaie. On va avoir de plus en plus des pressions sur les prix des actifs, sur les actions, sur l'immobilier. Moi, je suis extrêmement inquiet des répercussions à moyen terme de cette création monétaire sur la valorisation des actifs, sur les inégalités patrimoniales, sur l'accès au logement. Les États-Unis nous montrent toujours avec un peu d'avance ce qui se passe en Europe. Aujourd'hui, aux États-Unis, les prix de l'immobilier accélèrent et ont augmenté de plus de 10% sur un an. Le Nasdaq a augmenté de 35%. Donc, il faut s'attendre au maintien d'une expansion monétaire forte et à tous ces inconvénients liés. Voilà. Donc, pour introduire avec cette poussée d'optimisme le sujet, ce que je voulais vous dire ce matin. Un grand merci, Patrick. Et on reprendra dans une demi-heure, 35 minutes, 40 minutes pour des questions. La parole est à notre ami Hippolyte Delbis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Donc, après ce moment d'optimisme, je vais un petit peu renforcer en traitant en fait de la question de l'immigration et notamment de l'immigration de travail. Je voudrais renforcer ce qu'a dit Patrick sur l'idée que la crise va durer. Hein. Il faut, en faisant des calculs très simples par rapport à la vaccination, on se rend compte de la durée potentielle de cette crise. Vous voyez, on nous dit que finalement, on atteindrait l'immunité collective si 60% de la population était vaccinée. 60%, ça fait 40 millions de personnes. Il faut 2 doses, donc ça fait 80 millions finalement de vaccinations qui doivent être réalisées. Hein, mettons qu'on en fasse 10 millions par mois, ce qui est un objectif quand même considérable, sachant qu'en janvier, on s'attend à peut-être 1 million, donc ce serait en faire 10 fois plus. Ça voudrait dire que la campagne de vaccination va durer 8 mois. Vous voyez, donc on aurait fini fin août. Et sachant que l'immunité collective qui est associée à l'injection de cette vaccination est justement de 8 mois, ça veut dire que dès septembre, il faudrait recommencer. Donc on est dans une situation durable. Et c'est bien cette situation durable qui va avoir des conséquences importantes sur l'emploi. Hein. Les organisations sont tout à fait capables de rebondir face à des chocs temporaires, mais en fait, elles se modifient durablement lorsque les crises durent précisément. Donc, je vais me focaliser sur deux éléments. Tout d'abord, il faut bien avoir en tête, et ça vous le savez, que c'est certains secteurs et leurs employés sont durablement touchés. Et évidemment, ce sont parmi ces employés ceux qui ont les positions les plus précaires. Les étudiants, on va parler un petit peu plus tard, mais également les travailleurs étrangers, et c'est l'objet de mon intervention. La deuxième conséquence, et vous allez voir qu'elle est liée, c'est qu'il y a une modification finalement dans l'organisation du travail de ces entreprises, avec la mise en place, vous le savez bien, du travail à distance et la généralisation de ce travail à distance qui, de fait, va créer des habitudes s'il est durable. Alors, l'immigration. Alors, aujourd'hui, à midi, le ministère de l'Intérieur va publier ses statistiques provisoires sur les titres de séjour délivrés en 2020, alors qu'on peut anticiper très, très facilement ce qui va se passer. C'est-à-dire qu'après plusieurs années de hausse, d'augmentation finalement des flux migratoires, on s'attend pour 2020 à une très forte baisse, une baisse même historique. Donc, vous avez déjà finalement les titres en fait, des rapports qui vont être faits autour de cet événement. Et bien sûr que cette baisse va durer. Elle va durer et certainement se prolonger au-delà de 2020, durer en 2021. On le voit par les questions sur le passeport vaccinal, sur la difficulté
à vacciner dans les pays aussi qui ne sont pas riches et qui sont pourvoyeurs potentiellement de main-d'œuvre. Alors, les effets économiques en fait, de cette baisse de l'immigration vont être plutôt négatifs. Hein. Les études récentes ont plutôt tendance à dire qu'il y a globalement des effets positifs à l'immigration, hein, que ce soit sur les revenus moyens, que ce soit sur le chômage, que ce soit sur le solde des finances publiques. Hein. Et de fait, l'immigration est procyclique. Vous voyez, elle va dans le même sens que le cycle économique. Donc, lorsqu'il y a une récession, on s'attend plutôt à ce que la baisse de l'immigration renforce le côté récessif. L'autre effet, et qui est lié cette fois-ci à cette habitude du télétravail, c'est que, donc, d'un côté, on a une habitude pour le télétravail, et de l'autre, on a une situation où, du fait de la situation épidémique, on a une faible mobilité du travail. Et donc, va se développer, hein, et je le perçois très nettement, un espèce de travail délocalisé. C'est-à-dire que les entreprises résidentes vont recruter des non-résidents pour travailler chez eux. Alors, cette externalisation existe déjà. Hein, c'est par exemple les crowdworkers ou travailleurs du clic, en fait, tous les petits jobs. Mais je pense qu'elle va très nettement se développer et se développer sur des niveaux de qualification qui sont plus élevés pour ceux pour lesquels le télétravail fonctionne bien ou ça. Les conséquences, vous voyez, en termes de contrat de travail, de potentiellement de dumping social, mais de dumping social cette fois-ci pour des niveaux de qualification élevés, sont très importants. Et donc, je veux dire, on va changer de monde. Hein. On va passer d'un monde où on avait peur de la concurrence avec les immigrés, hein, qui est selon moi une croyance assez fausse, par une peur, mais qui va être cette fois-ci véridique, par une concurrence avec des recrutements qui vont être faits à l'étranger. Et il faut bien voir que finalement, la concurrence pour les travailleurs nationaux va être décuplée par le fait que justement, les travailleurs étrangers n'auront plus besoin de venir et donc vont créer une pression qui va être durable et importante. Je vous remercie. Bien, un grand merci et on en reparle tout à l'heure. La parole est maintenant à notre ami tous, Jean Pisani-Ferry, sur l'Europe et le monde. Bonjour à tous. Un mot pour dire que je suis un tout petit peu moins pessimiste que mes amis. Je pense qu'on a devant nous évidemment 3 mois extrêmement durs, mais quand on aura vacciné les populations les plus à risque, on aura changé de monde, et ça arrivera vers le mois d'avril. Donc la bonne nouvelle quand même qu'on a derrière nous, c'est que au 3e trimestre, il ne faut pas oublier l'extraordinaire rebond qu'on a connu, qui montre, en tout cas à ce moment-là, la résilience de notre économie, en général d'ailleurs des économies en Europe, puisque l'Italie avait connu le même rebond. Et on était au même niveau que l'Allemagne. Donc un peu moins de pessimisme, même si je suis d'accord qualitativement avec ce qui a été dit. Alors, sur les risques internationaux, d'abord, c'est remarquable, dans la liste des risques, on n'a pas mis de risques américains, ce qui est une manière de notre part de saluer ce qui s'est passé hier et d'indiquer que c'est d'abord un grand soulagement, même si évidemment il peut y rester des risques. Sur le plan européen, à quoi on peut penser? Alors je veux dire d'abord, premier risque, il me semble, il y a un risque politique sur la question des vaccins. C'est un risque très lourd parce que notre polémique nationale, c'est de savoir est-ce qu'on vaccine assez vite, est-ce qu'on utilise assez vite les doses qu'on a reçues. La polémique européenne, c'est est-ce qu'on a assez de doses, y compris dans les pays qui ont utilisé la totalité des doses qu'ils ont reçues. Le Danemark a utilisé 100% des doses qu'ils ont reçues, alors que nous, on est à peu près à 1/3. Donc, le débat européen, c'est est-ce que l'Europe a eu une bonne stratégie d'approvisionnement? Est-ce qu'elle a suffisamment misé sur les technologies innovantes? Est-ce qu'elle a suffisamment pris du risque d'engager des moyens pour s'assurer de l'approvisionnement en quantité? Et la réponse, à l'évidence, c'est non. Elle a eu une stratégie de minimisation des coûts et donc elle risque de payer assez cher pour cette stratégie de minimisation des coûts si les choses ne se développent pas rapidement, c'est-à-dire si les nouveaux vaccins n'arrivent pas rapidement et viennent, disons, à alléger ce déficit quantitatif. Sinon, la comparaison avec le Royaume-Uni, la comparaison avec les États-Unis, la comparaison avec Israël sera tout simplement insoutenable et le backlash sera considérable. Le deuxième risque qu'on a en Europe, c'est le risque
pas de l'austérité. Je ne crois pas du tout au risque de l'austérité à court terme. Je crois que tout le monde a bien compris. J'étais hier dans un call avec le ministre des Finances irlandais, qui est le président de l'Eurogroupe, un autre avec le secrétaire d'État aux Finances néerlandais. On voit bien que chez gens qui sont les porte-parole de l'austérité, il n'y a aucune intention de revenir vers l'austérité à court terme. En revanche, il y a la question de savoir quand est-ce qu'on réforme les règles du pacte de stabilité. Pour l'instant, elles sont suspendues. Est-ce qu'on les réforme avant de les remettre en place, ce qui serait évidemment souhaitable, ou est-ce que la pusillanimité l'emporte et que l'on décide de remettre les règles en place et de lancer un processus de réforme, ce qui voudrait dire que les règles, assez rapidement, se mettraient à mordre et qu'on serait enserré dans quelque chose qui ne correspond plus du tout à la réalité des problèmes auxquels on est confronté aujourd'hui. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas un cadre de discipline budgétaire, il en faut un, mais pas celui-là, il est devenu inadapté. Le troisième risque que je vois, c'est le risque sur le plan de relance. Alors, le plan de relance européen, donc accord politique en juillet, mise en place des dispositions législatives pour surmonter les difficultés avec la Hongrie et la Pologne sur la question de l'état de droit, accord peu glorieux, mais accord quand même. Et donc maintenant, on est dans la mise en œuvre. La mise en œuvre, ça veut dire dialogue entre les États et la Commission sur les plans de réforme nationaux, avec un premier déboursement qui interviendrait vers le mois de septembre. Aujourd'hui, à peu près, un peu plus de la moitié des États ont des discussions avec la Commission. Alors, ce qui me soucie là, ce sont deux choses. La première, c'est que ça n'aille pas vite. Et vous voyez que les chiffres que je donne, ça ne va pas très vite par rapport à ce qui était prévu. Même si de toute façon, ce n'est pas un plan de relance conjoncturel, c'est un plan de moyen terme. La deuxième, c'est que ça ne soit pas très efficace parce que l'efficacité de ce plan, ce n'est pas simplement de faire des transferts aux États, c'est quelque chose qui est, pour les États récipiendaires, plusieurs fois le plan Marshall. Le plan Marshall, c'est 2,5% du PIB des pays récipiendaires. Là, pour certains États membres, on atteint 10% du PIB en transfert. Donc, c'est absolument considérable. Et la question, c'est l'efficacité. Et l'efficacité, il faut la chercher dans la complémentarité entre des investissements et des réformes. Il ne s'agit pas de demander à tous les États de faire une réforme de leur retraite ou de leur marché du travail avant de recevoir de l'argent, mais il s'agit de voir, domaine par domaine, en fonction des investissements, quelles sont les réformes qui devraient les accompagner. Et je trouve que le processus de ce point de vue-là est assez mou. Et donc, j'ai de l'inquiétude sur l'efficacité qu'on donnera qu'on attribuera ex post à ce plan. Pourquoi est-ce que c'est important? Parce qu'on a brisé des tabous, on a brisé deux tabous importants, le tabou sur les transferts, le tabou sur l'endettement commun en lançant ce plan. Si à l'arrivée, on se rend compte que tout ça n'est pas très efficace, on pourra faire une croix sur justement ces innovations et la répétition de ce type d'innovation dans le cadre européen. Dernier point, c'est un risque fort, c'est un risque auquel on pense tous, mais c'est un risque sur lequel pour l'instant on a peu d'éléments concrets. Qu'est-ce qui se passe à la sortie du point de vue de l'économie européenne? Probablement un affaiblissement industriel d'ensemble dans beaucoup de pays. Pas forcément en Allemagne, on voit que l'Allemagne s'est montrée forte, y compris sur ce qui est le plus innovant, mais dans beaucoup d'autres pays, et donc à la clé, un accroissement potentiel de la divergence entre les États en difficulté et les États forts. C'est là aussi que la question de l'efficacité du plan de relance est essentielle pour éviter l'accroissement de cette divergence et favoriser un redressement collectif. Merci Jean, heureusement que tu étais beaucoup plus optimiste sur la suite des événements. Bon, je laisse la parole à Dominique, qui est le président de Fondapol, et grand merci de nous rejoindre. Merci beaucoup, bonjour à tous. Je suis donc le directeur général de la Fondation pour l'innovation politique. La France face au risque du décrochage scientifique, je voudrais aller assez vite pour simplement faire une référence à l'importance que va jouer, au rôle que va jouer l'intelligence dans le XXIe siècle, la culture scientifique en particulier. Vous rappelez en premier point l'effondrement du niveau des élèves français en mathématiques.
Malheureusement, les écoliers et les collégiens voient leur niveau baisser de manière très préoccupante depuis plusieurs années maintenant. Au classement PISA, la France obtient 495 points en mathématiques et sciences, un peu au-dessus de la moyenne de l'OCDE, 489. Mais je rappelle que la Chine est à 591, Singapour à 569 en mathématiques pour les deux, à peu près au même niveau pour les sciences. Donc il y a un écart qui se creuse et qui devient très préoccupant. Ça a des conséquences importantes parce que ça croise une sorte de refus qui s'est installé peu à peu, ou de renoncement qui s'est installé au fil des années. Ça fait quand même pas mal de temps maintenant. Et un renoncement à des secteurs qui sont pourtant hautement stratégiques et qui relèvent de la recherche dans le domaine des sciences et en particulier des biotech. Je veux faire référence ici, mais très vite, aux OGM, auxquels l'Europe a d'une certaine manière presque entièrement renoncé depuis 2001. Je ne rentre pas dans les détails, on n'a évidemment pas le temps. Préciser que sur le plan scientifique en France, aucune expérimentation de plantes génétiquement modifiées au champ n'est actuellement autorisée en France. Le dernier essai date de 2013 et la France était pourtant dans ce secteur-là un pays pionnier il y a quelques décennies. Donc nous avons perdu toutes nos places et notre rôle dans ce secteur hautement stratégique. Je veux signaler l'importance de ce secteur pour l'agriculture et pour l'environnement. En ce qui concerne la réduction des intrants, comme la lutte contre le stress hydrique, important dans le cadre d'un réchauffement climatique. Pointer aussi plus particulièrement, moins les OGM ici, que l'édition du génome et les fameux ciseaux moléculaires, ciseaux génétiques. On sait le rôle joué par notre compatriote Emmanuel Charpentier, prix Nobel. Mais ce n'est pas en France, on le sait, que ces recherches ont été développées. Elle vient de l'Institut Pasteur, elle est au Max Planck Institute maintenant, après être passée par les États-Unis. Les brevets dans le domaine de l'édition du génome sont à 41% déposés par les Américains, à 41% par les Chinois, 9% par les Européens. Donc il y a un effondrement paradoxal, un rétrécissement paradoxal des Européens qui ont joué un rôle important, les Français en particulier, dans l'édition du génome et qui sont aujourd'hui, en termes de brevetabilité, les derniers et qui jouent un rôle marginal. Il y a énormément d'applications agricoles, médicales, industrielles liées à l'édition du génome. Je ne vais pas évidemment me risquer à les développer. Je voudrais juste insister sur un point qui nous fait parler de nos amis britanniques. Lorsque Dominic Cummings a préparé le Brexit avec Boris Johnson, il a consacré plusieurs textes à ce sujet particulier, en indiquant que la sortie de l'Union européenne des Britanniques serait une opportunité historique pour retrouver une entière liberté de recherche, notamment dans le secteur des OGM et de l'édition du génome. C'est quelque chose qui a été très déterminant dans la théorisation du Brexit par nos amis britanniques. Il est possible d'ailleurs que ce soit un aspect sur lequel ils aient désormais une avance sur nous. Je voudrais pointer, c'est un avant-dernier point, mais je voudrais pointer la situation de la culture scientifique dans notre pays en général. On le voit lorsque l'on parle des vaccins, lorsque l'on parle de la 5G, il y a une espèce de discours anti-science qui s'est installé en France, qui est très préoccupant eu égard à l'importance que doit revêtir aujourd'hui et dans le futur notre investissement scientifique, à la fois sur le plan économique, pédagogique et culturel. Il y a un affaiblissement de ce rapport à la science, une défiance qui est considérable, et au fond la science est peu défendue, je trouve en tout cas dans les médias, peu défendue par les politiques, et finalement souvent dans une position inconfortable, y compris à l'école. Je terminerai par des points positifs, parce que des actions ont été heureusement menées récemment. D'abord le plan sur les mathématiques de 2018, qui est en cours de développement. Moi, je range du côté de ces actions heureuses la déclaration d'Emmanuel Macron sur le nucléaire à Framatome le 8 décembre 2020. Notre avenir énergétique et écologique passe par le nucléaire, a-t-il déclaré. La déclaration du ministre de l'Agriculture récente, Julien Denormandie, sur l'édition du génome, puisque la France, c'est très récent, il y a quelques jours, la France mène un combat pour détacher l'édition du génome
des mutagènes et des OGM, donc pour sortir l'édition du génome du champ de l'interdiction très, très forte de l'Europe. Donc là, il y aurait peut-être une opportunité. Et puis enfin, je voudrais conclure par l'intervention prévue du président de la République à Saclay et l'investissement d'1,8 milliard d'euros sur le développement de l'ordinateur quantique, qui sera l'un des grands enjeux du futur. Voilà, j'ai parlé 6 minutes. J'espère ne pas avoir été trop rapide. Non, non, tu as été absolument parfait, comme d'habitude. Et je laisse la parole à notre camarade du Cercle des économistes, Alain Tranois, sur le budget. Ah, on n'entend pas. Ah, Anna? C'est toi qui lui dis. Dis-lui d'appuyer sur... Oui, oui. Alain, il faut que tu appuies sur... Tu es en mute, là. Alain, on ne t'entend pas. Non, non, on ne t'entend pas, Alain. On n'entend pas. Alain, il faut absolument vérifier le mute. Si tu veux, on fait un saut, on passe la parole à Dominique Plion, s'il en est d'accord, et pendant ce temps-là, tu règles ton problème de mute. Voilà, c'est peut-être mieux. Dominique, bonjour. Voilà. Est-ce que vous m'entendez? Okay. On t'entend parfaitement, Dominique. D'accord. Oui. Bon, bonjour à tous et à toutes. Voilà, donc le thème que je voudrais aborder aujourd'hui, c'est la question du risque d'un retour à l'austérité. Vous savez, le gouvernement a nommé une commission sur l'avenir des finances publiques présidée par Jean Arthuis, qui devra rendre son rapport à la fin février. Et son mandat est de faire des propositions sur la façon de rembourser la dette Covid sans augmenter les impôts, grâce à une gestion plus rigoureuse des dépenses publiques et à des réformes structurelles. Donc on le voit, l'équation est claire, si on en croit ce mandat. Réduire les déficits publics, rembourser la dette sans augmenter les impôts n'est possible qu'avec une réduction des dépenses publiques et donc un retour à l'austérité budgétaire. Si c'était le cas, ceci nous ferait oublier les effets dévastateurs d'une telle politique en France sur les inégalités et par exemple sur le système de santé tels qu'ils sont clairement apparus à l'occasion de la crise sanitaire de la Covid-19. Cette politique d'austérité budgétaire a abouti à ce que nous ayons une baisse de l'ordre de 15% des lits dans les hôpitaux publics au cours des 10 dernières années, sans parler de la réduction du stock stratégique des masques qui a été mortifère en France, et donc tout cela au nom d'une gestion rigoureuse des dépenses publiques. Alors là, je voudrais, et je rajouterais que le Ségur de la santé, qui était une bonne chose en soi, est loin d'avoir remis à niveau les hôpitaux et notre système de santé. Alors je voudrais développer 2 idées principales. Premièrement, il me semble que la dette publique ne doit pas être instrumentalisée pour imposer à nouveau de l'austérité budgétaire dans notre pays. Et à cela 2 raisons. Premièrement, baisser les dépenses publiques aurait un effet dépressif sur une économie en convalescence. Et deuxièmement, la dette publique actuellement est soutenable et devrait le rester dans un avenir proche. Pourquoi? Eh bien parce que si l'on regarde les données qui sont disponibles, on s'aperçoit que par exemple les quelques 260 milliards d'euros qui ont été levés par la France sur les marchés en 2020 l'ont été à des taux négatifs et que ceci devrait continuer dans les années qui viennent. Et on a de ce fait, année après année, depuis 2018, une baisse de la charge d'intérêt de la dette publique française. Et ceci va se poursuivre. Pourquoi? Eh bien parce que, comme vous le savez, les gouvernements, les États roulent leurs dettes, c'est-à-dire lorsque celles-ci arrivent à échéance, ils réempruntent pour pouvoir se financer et du coup, ils se réempruntent à des taux plus bas, ce qui fait que le taux moyen apparent de la dette baisse. Et on est dans une situation, on devrait être dans une situation à l'avenir, proche en tout cas, où le taux apparent de la dette est inférieur au taux de croissance, ce qui devrait faire que le poids de la dette, si vous voulez, devrait, notamment en pourcentage du PIB, devrait baisser. Alors, là, on est vraiment dans une situation où on peut se poser une question. Mais ne va-t-on pas assister à une hausse des taux d'intérêt? Oui, c'est possible.
s'il y a une hausse des taux d'intérêt, qui est peu probable à court terme, elle sera due au fait que nous avons une reprise de l'inflation. Les banques centrales et la BCE décideront cela s'il y a reprise de l'inflation, mais s'il y a reprise de l'inflation, eh bien, il y aura une atténuation de la hausse du taux d'intérêt réel, c'est le taux d'intérêt défalqué de l'inflation, et donc en réalité, la charge réelle de la dette ne devrait pas être si importante. Donc, on resterait, je parle au conditionnel évidemment, tout ça doit être dit avec prudence, mais on resterait dans une situation où la dette est soutenable. Donc, la dette ne doit pas être instrumentalisée car elle est soutenable. Deuxième idée, rééquilibrer les finances publiques nécessite d'adapter et de mobiliser l'instrument fiscal. La remise en ordre des finances publiques ne peut se faire sans adapter la fiscalité. Et le remboursement de la dette ne peut avoir lieu sans mobiliser cet instrument fiscal. Il y a aujourd'hui, comme vous le savez, en France, une crise de la fiscalité, comme en témoignent des mouvements sociaux récents qui se manifestent par une baisse du consentement à l'impôt, dont la principale cause pour nous est l'injustice fiscale. Ce sentiment d'injustice qui a été exacerbé, comme vous le savez, par les premières mesures fiscales prises dans ce quinquennat, en particulier des mesures de suppression de l'ISF, instauration du prélèvement forfaitaire unique, qui sont des mesures qui profitent principalement aux ménages les plus aisés. Et par ailleurs, une partie de l'aggravation du déficit et de la dette récente, avant la crise, provient également des réductions fiscales accordées aux entreprises, baisse de l'impôt sur les sociétés et récemment, eh bien, la suppression des impôts de production. Tout ça est venu creuser les déficits et ces mesures ont une efficacité qui est souvent contestée par un certain nombre, pour ne pas dire un grand nombre d'économistes. Enfin, et il faut le dire, il est faux d'affirmer qu'il n'y aura pas de hausse d'impôts. Il a été décidé, comme vous le savez peut-être, de transférer à la CADES, la caisse d'amortissement de la dette sociale, une partie de la dette sociale causée par la crise Covid, ce qui va se traduire par un prolongement de la CRDS, la contribution pour le remboursement de la dette sociale, qui devait s'éteindre en 2024 et qui va probablement durer jusqu'en 2033, voire 2042. Et donc là, on a véritablement un prélèvement qui est un prélèvement régressif au sens où il est à taux unique et qu'il pèse plus particulièrement sur les revenus les plus modestes. Donc problème sur le pouvoir d'achat des revenus les plus modestes. Dans ces conditions, pour payer la dette Covid, il est nécessaire d'envisager un prélèvement équitable, mettant davantage à contribution les ménages les plus aisés, et pas un taux constant, et mettant également à contribution les entreprises, en particulier dans les secteurs qui ont profité de la crise Covid. Car tous les secteurs, comme ça a été dit, ne sont pas affectés de la même façon par la crise. Il y a eu d'autres propositions fiscales. Je peux en citer une que vous connaissez tous, j'imagine. J'ai fini, celle de Thomas Piketty qui propose d'instaurer un impôt exceptionnel et progressif sur les patrimoines de 15% pour réduire les dettes publiques, donc et notamment réduire de 20% qui est l'augmentation. Voilà. Alors, ces différentes propositions sont à discuter, je pense, ça doit être mis sur la table. La question du remboursement de la dette, c'est une chose, mais il y a aussi la question de la justice fiscale et donc la remise en ordre des finances publiques que le gouvernement appelle de ses voeux devra absolument prendre en compte cette dimension. Je vous remercie. Merci Dominique. Je reviens vers notre ami Alain Tranois, maintenant à Marseille. Ça marche, tout marche, donc nous t'écoutons, cher Alain. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Je vais traiter du problème de la dette publique et de la dette privée, en commençant par la dette publique, pour dire que, comme l'a rappelé Dominique Plion, la France a emprunté 260 milliards sur les marchés et sur l'ensemble de l'année, le taux a été négatif, ce qui veut dire que la France a gagné de l'argent en s'endettant de 260 milliards. Donc une question qu'on peut se poser, c'est de savoir si ça va continuer cette année. L'année 2021, et donc là je me focalise uniquement sur cette année, en distinguant d'une part 5 facteurs qui laissent à penser que ça va continuer, qu'on va rester dans des taux approximativement identiques, ou en tout cas négatifs comme l'année dernière. Et puis je dirais, ensuite il y a de l'autre côté de l'argument peut-être 4 bémols à apporter. Alors quels sont les facteurs qui
laisse à penser que la situation va se prolonger. D'abord, le fait qu'on est dans un excédent d'épargne au niveau mondial, et donc c'est une tendance récurrente depuis une vingtaine d'années. Ensuite, le deuxième point, c'est évidemment la politique de rachat d'actifs de la Banque centrale européenne, qui va continuer toute cette année jusqu'en mars 2022. Le troisième point, c'est la solidarité européenne à travers le plan de relance de 750 milliards, qui témoigne cette fois-ci, dans cette crise, que l'Europe apparaît soudée. Le quatrième point, c'est que l'Allemagne a été très active pour justement mettre en place ce plan de relance, ce qui témoigne du fait que dans cette crise, l'Allemagne a conscience d'être solidaire de l'Europe, qu'elle ne va pas jouer cavalier seul. Et ce point-là est renforcé par le fait que le successeur d'Angela Merkel apparaît, disons, dans une tendance centriste, et il va sans doute prolonger la tendance suivie par l'Allemagne cette année. Ensuite, enfin, dernier point positif pour continuer sur des taux bas, eh bien, c'est le fait qu'on ne constate pas de retour de l'inflation, en tout cas des biens et services. L'inflation est prévue à peu près à 1% pour cette année. Donc, du côté maintenant des bémols qu'on pourrait envisager, la première, c'est que la France va voir apparaître un concurrent en matière d'emprunteur, je dirais, avec une excellente réputation. C'est tout simplement l'Union européenne, qui a connu en octobre un très grand succès lorsqu'elle a commencé à emprunter sur les marchés. Son émission a été souscrite 13 fois, et donc on peut penser que ça va continuer pour cette année, et donc c'est un concurrent en termes de signature. Ensuite, le fait que malgré tout, Joe Biden, c'est une excellente nouvelle pour l'économie mondiale, a annoncé un plan de relance très, très soutenu, très, très important, de, je crois, 900 milliards d'euros, et donc il va emprunter sur les marchés, donc ça fait une petite tension supplémentaire. Ensuite, troisième raison, c'est en liaison avec ce qu'a dit Patrick Artus au début, est-ce qu'on est en 1945, vis-à-vis du combat, vis-à-vis de la Covid, en 1944 ou en 1943? Je rappelle que quand la France au cours de la guerre de 14, elle a pu emprunter sur les marchés, je dirais, sans trop de difficultés, qu'on a pensé que la guerre était courte. Quand on a pensé que la guerre devenait longue, les difficultés ont commencé à apparaître. Donc, c'est un peu la même chose. Si les investisseurs perçoivent que c'est simplement une crise temporaire qu'il faut enjamber, eh bien, les taux vont rester bas. Si il y a tout d'un coup une perception que c'est une crise plus longue, les marchés peuvent se tendre. Enfin, dernier bémol concernant la perspective de l'élection présidentielle, qui va pointer à l'horizon, je dirais, au dernier trimestre de l'année 2021, où il y aura évidemment un enjeu important s'agissant de savoir si la France continue cette politique pro-européenne qu'ont menée les présidents français successifs. Donc c'est un premier point. Et deuxième point, le problème de savoir comment la France va envisager le problème de son déficit structurel. La France, a priori, a un déficit structurel des finances publiques qui s'ajoute évidemment au déficit conjoncturel. Ce déficit structurel est peut-être de l'ordre de 3, 4 ou 5%. Et donc c'est quand même un enjeu important de savoir comment les différents candidats qui briguent l'élection présidentielle vont aborder ce sujet. Est-ce que c'est par des hausses d'impôts? Est-ce que c'est par une réduction des dépenses? Dominique Plillon l'a abordé. Et donc, c'est une question importante. Sur la dette privée, ce n'est pas un sujet pour les ménages. Pour les entreprises, l'État, avec les garanties au PGE, a apporté, je dirais, une solution.
il va continuer à porter cette solution, mais je dirais que si la crise devient, sinon pérenne, mais dure plus longtemps que prévu, le problème, ce n'est pas un problème de dette. Le problème, c'est un problème de fonds propres pour les entreprises. Le problème, c'est un problème de recapitalisation de pans de notre économie. Et donc là, il y a plusieurs solutions. On pourra en parler pendant les discussions. Pour l'instant, je dirais, rien ne s'est encore mis en place de manière, je dirais, concrète. Et c'est, à mon avis, un vrai sujet. Merci beaucoup, Alain. Merci beaucoup. La parole est à Françoise Benamou. Voilà, toujours dans les règles de 6 minutes, 5-6 minutes. Enfin, Françoise, on peut lui donner peut-être le double. Bon, bonjour à tous, bonjour à toutes. Je voudrais d'abord partager 2 remarques. La première, c'est que la crise est évidemment un amplificateur de la défiance. Et de ce point de vue, elle participe à la construction d'anticipation négative. Et je reviendrai sur ce point très important. Et le deuxième point, la pandémie est arrivée alors même qu'existait tout un terreau de conflits, de revendications auxquels il avait été répondu, mais très inégalement. Et lorsque ces revendications ressurgiront, si elles ressurgissent, mais on peut faire l'hypothèse qu'elles le feront, on aura du mal à expliquer qu'il n'y a pas d'argent magique. Donc il y aura tout un travail à faire qui est assez compliqué. Alors quelques éléments à l'appui de cette inquiétude. Il y aurait énormément de choses à dire évidemment sur cette question sociale. Peut-être une première chose, là, il y a une profonde crise chez les auto-entrepreneurs et les travailleurs des plateformes. Selon l'Union des entrepreneurs, 80% de ces derniers ont un chiffre d'affaires 2020 inférieur de 40% à celui de 2019. Or, on a voulu voir dans ces acteurs de la nouvelle économie les fers de lance de ce qui permettrait, notamment aux banlieues difficiles, de se réinventer. Donc la pilule est amère à la fois pour les banlieues et pour ces travailleurs-là. Deuxième élément pour illustrer les 2 remarques que j'ai faites d'entrée de jeu, je vais prendre un papier de Givor et Siol, un papier de l'INSEE. 23% des ménages déclaraient déjà après le premier confinement que leur situation financière s'était dégradée. Et parmi eux, le sentiment de dégradation, qui est plus important encore que la dégradation elle-même quand elle a lieu, était plus élevé évidemment chez ceux dont les revenus sont plus faibles. Et c'est là que les anticipations que j'évoquais tout à l'heure trouvent à s'exprimer, les anticipations négatives. Troisième point, pendant le confinement, 1/3 des élèves du second degré ayant des difficultés scolaires ont travaillé plus de 3 heures par jour pour l'école ou pour le lycée, alors que 50% des bons élèves l'ont fait. Autrement dit, toute la période du confinement a été un moment d'accentuation des inégalités de niveau, liées, on le sait, au cumul de 3 handicaps, le logement, le matériel et la connexion, et l'absence d'aide parentale. 4e point, les jeunes diplômés Bac+5 de septembre, quand on regarde où ils en sont, près de la moitié est encore aujourd'hui à la recherche d'un emploi. La proportion est 2 fois plus élevée qu'en 2019. Et mon dernier point, ma dernière illustration, que je crois particulièrement importante, concerne les villes moyennes et les petites villes qui ont été... On sait bien que l'isolement a été un des facteurs de la crise des Gilets jaunes, et un facteur même central, et ces petites villes et villes moyennes sont en train de perdre encore plus qu'avant leur commerce, leurs cafés, etc., ce qui rouvriront et dans quelles conditions. Autrement dit, la crise va accentuer ces phénomènes d'isolement social. Et alors tout ça et beaucoup d'autres choses d'ailleurs me font penser qu'on a quand même une cocotte minute dont le couvercle tient, mais qui risque de sauter au sortir de la crise sanitaire. Alors je voudrais juste peut-être évoquer quelques pistes, il y en aurait évidemment beaucoup. On sait bien que la force du rebond dépendra de la qualité de la gestion de la crise, et y compris sur le champ social. Alors on a déjà le chômage partiel, bien entendu, qui était une excellente mesure. Je voudrais juste dire un mot des jeunes, puisque Jean-Hervé en parlera surtout. Il faut poser la question de sortir partiellement, pas totalement, de la préférence pour le traitement des maladies physiques des plus âgés, c'est-à-dire la Covid, au détriment des maladies psychiques des jeunes. Les dégâts sont énormes, on le voit quand on enseigne, on le voit à travers toute une série de signaux.
Deuxième point, ça a été dit, il y a des professions qui sont particulièrement touchées, c'est l'événementiel, la restauration, la culture, le loisir. Il y a des professions dont certains pans vont disparaître. Je suis persuadée, même dans le cadre de la succession des confinements, reconfinements qu'on risque d'avoir encore pendant quelques temps et des couvre-feux, il faut essayer de rouvrir certains lieux. Les musées, certains cafés ou restaurants répondant à des normes très strictes, ce qui permettra d'ailleurs de retrouver des petits boulots qui ne sont rien dans les statistiques, mais qui sont extrêmement importants pour les jeunes. Il faut inciter à des réouvertures partielles et aussi à des reprises d'activité, c'est-à-dire donner plus au café-restaurant qui fait du click and collect, même si c'est pas rentable, qu'à celui qui n'en fait pas. Il ne s'agit pas de pénaliser les autres, mais il s'agit de récompenser en quelque sorte le maintien dans l'activité. Il faut gérer plus finement la question du sport, qui est tout à fait centrale, pas seulement pour les jeunes, mais notamment pour eux. Certaines salles de sport peuvent rouvrir, et je dirais plus généralement, on sait très bien que certaines salles de spectacle peuvent rouvrir. Il y a une étude sur la grande salle de la Philharmonie, mais aussi 2 études allemandes qui le montrent, à certaines conditions. Il faut gérer la crise plus finement, on ne s'en sortira pas autrement. Et je crois, alors pour mettre peut-être un peu de débat polémique dans notre rencontre, moi je crois que le passeport vaccinal, on va en avoir besoin pour ouvrir certaines activités. Et il faut y travailler. Il ne s'agit pas de rendre le vaccin obligatoire, c'est exactement le contraire. C'est parce qu'il n'est pas obligatoire, on va peut-être avoir besoin, enfin même sûrement, je pense, d'un passeport vaccinal pour que certaines activités puissent se dérouler. Alors il y aurait beaucoup d'autres choses à dire, mais je crois que c'est absolument essentiel de revenir dans l'activité sur beaucoup de terrains pour revitaliser notamment les centres-villes, c'est ce que je disais tout à l'heure. Voilà, merci. Merci beaucoup Françoise. Bon, je termine donc cette succession d'interventions, ces huit interventions sur la jeunesse. Je vais d'abord démarrer en vous disant que la France a un atout incroyable, et il est chiffré, c'est qu'il y a en France 9,2 millions de jeunes compris entre 18 et 28 ans, ce qui est unique en Europe et qui est vraisemblablement peut-être l'atout numéro 1, parce que la jeunesse dans un pays, c'est évidemment un atout incroyable. Et cet atout, on a beaucoup parlé pendant les 10 dernières années, on a inventé plein de choses, on a discuté d'un contrat intergénérationnel, comment est-ce qu'on pourrait, il y avait les retraites, il y avait la formation, il y avait tout ce qui était les choses habituelles. Et aujourd'hui, je voudrais vous dire que de mon point de vue, ceci n'est plus du tout d'actualité. Pourquoi ? Parce que je suis convaincu que si le gouvernement ne prend pas des décisions extrêmement rapides dans le domaine de la jeunesse, toute catégorie, et je vais venir de manière plus précise, toute catégorie, nous aurons dans les mois qui viennent des tensions qui peuvent prendre des formes extrêmement variées de la part de la jeunesse parce qu'elle est soumise à un triple, j'allais dire, risque et une triple difficulté qui est une difficulté de nature psychologique, Françoise vient d'en parler, une difficulté pédagogique évidemment, et puis une difficulté financière. Juste, il faut que vous ayez en tête l'idée de quelques chiffres qui sont, j'allais dire, terrifiants, il n'y a pas d'autre mot. Aujourd'hui, sur un plan purement du financier, un jeune sur 2 procède à des restrictions alimentaires, donc c'est un peu vague comme formulation, mais un jeune sur 4 dans ces définitions, saute un repas. C'est incroyable dans un pays riche comme le nôtre que notre jeunesse soit soumise à cette espèce de saut en arrière qui est absolument terrifiant. L'emploi, Françoise en a beaucoup parlé aussi, mais il est aujourd'hui à plus de, je crois c'est 21% des jeunes n'ont pas d'emploi, et un jeune sur 2, elle l'a redit tout à l'heure, qui a bac plus 5, 6 mois après sa sortie des études, n'a toujours pas d'emploi. Donc en réalité, ce qu'on a annoncé, ce que tout le monde a annoncé, le fait qu'il y avait quand même une grosse difficulté, avait pris une ampleur sans précédent. Dernier aspect, toujours pour un peu dramatiser la situation parce qu'elle est dramatique, un peu plus de 12% des jeunes vivent sous le seuil de pauvreté, donc c'est tout à fait totalement inacceptable, et un peu moins de 13%, mais ça c'est entre 18 et 24 ans, sont ce qu'on appelle des NEETs, c'est-à-dire ce sont des jeunes qui sont totalement exclus à la fois de la formation,
de l'emploi, donc totalement désocialisé. Alors par rapport à ça, le gouvernement a tenté pas mal de choses. Hein. Il a sorti un programme, je crois 6,7 milliards, qui est un programme qui comprenait beaucoup de choses, notamment le fait une aide massive pour l'embauche des jeunes, l'idée qu'on allait faire des formations qualifiantes, l'idée qu'il y avait des offres et des aides d'urgence pour un certain nombre de jeunes, l'idée qu'on avait essayé de pousser un peu le service civique. Enfin, tout ça est bourré de bonnes intentions, mais complètement insuffisant. Et si on ne fait pas mieux dans le dispositif, on aura de grosses difficultés sociales dans les mois qui viennent, peut-être après le prochain confinement, mais je veux dire, attention. Alors moi, je défends 3 propositions assez simples. La première, c'est qu'évidemment, on maintient le temps qu'il faut les aides pour l'embauche. C'est insuffisant, mais peut-être qu'on stimule chez les entrepreneurs, les patrons d'entreprises, notamment au MEDEF, l'idée que c'est un effort de la collectivité, on est en guerre, l'a-t-on dit, et donc il faut le jouer exactement dans ces conditions-là. Le deuxième point, il est évidemment beaucoup plus controversé. Je suis convaincu qu'il faut que désormais il y ait sous forme d'un RSA jeune, enfin le RSA, ou sous forme d'une garantie jeune qui aujourd'hui concerne environ 100 000 jeunes, un caractère absolument systématique pour les jeunes de 18 à 25 ans, parce que c'est le moment où le RSA peut commencer à jouer, avec une contrepartie, c'est que ceci, comme une bourse, est soumis à des contraintes qui sont des contraintes, soit de suivre une formation qualifiante, ou suivre, ou chercher un emploi, ou toutes les contraintes qu'on peut poser. Donc on ne rentre pas dans une société d'assistance, on rentre dans une société contractuelle, mais ce contrat est généralisé. On va me dire ça coûte cher, ben oui, mais ça coûte cher aussi pour les actifs que nous soutenons à juste titre, avec beaucoup de talent de la part du gouvernement, de manière systématique. Il faut le faire. On ne laisse pas un pays gâcher son atout numéro 1, qui est la jeunesse dont elle dispose. Enfin, le troisièmement, c'est le problème de la formation. Plusieurs points. Sur cette formation, il faut que les 200 000 formations qualifiantes annoncées par le gouvernement, je ne sais ni où elles ont lieu, ni qui s'en occupe. Donc, pour le moment, de mon point de vue, elles n'ont pas lieu. Deuxième aspect, il faut, pour les NEETs, enfin ces jeunes, multiplier par 10 le type de formation type école de la seconde chance. Et enfin, comme l'a dit Françoise il y a un instant, mais peut-être en l'élargissant, il faut avoir une stratégie de retour de manière intelligente et sur un plan sanitaire, évidemment adapté, chez des jeunes étudiants, les 2,7 millions, et des étudiants dans toutes les formations vers leur lieu de présentiel, vers les lieux où ils reçoivent des cours. On ne laisse pas une jeunesse complètement dépourvue d'un équilibre psychologique qui finira par entraîner, si on n'y prend pas garde, à de grosses difficultés. Voilà. Donc voilà les propositions. J'en ai terminé et j'ai respecté le temps. Je vous suggère maintenant que nous ayons des questions vis-à-vis des uns, des autres et troisième. Tous mes camarades sont encore présents. Alors, j'ai une première question qui est d'Emmanuel Cuny, une deuxième de Raphaël Legendre. Donc, si Emmanuel peut poser sa question. Emmanuel Cuny. Ah, il est dans sa voiture. On n'entend pas, Emmanuel, on ne t'entend pas. Est-ce que c'est bon là? Vous m'entendez? C'est bon, c'est bon, c'est bon. Très bien. Oui, c'est une question. Bonjour à tous. Une question pour Hippolyte d'Albis. Il est toujours là, Hippolyte, je pense. Oui. Hippolyte, concernant l'immigration et le rapport chômage, tu disais tout à l'heure, les questions d'immigration peuvent régler plusieurs problèmes, dont celui du chômage. Ça mérite, je pense, quelques explications de la part de l'économiste, parce que dans le contexte politique actuel, il y a de vives tensions, évidemment, et la population immigrée est souvent montrée du doigt. Donc, quand tu dis, Hippolyte, que l'immigration peut régler en partie le problème du chômage, quel est le mécanisme concret?
Oui, bien sûr. Merci Emmanuel. Merci Emmanuel pour ta question. Alors, je n'ai pas dit que l'immigration réglait le problème du chômage. L'immigration, ce qu'on observe, c'est qu'elle n'est pas associée à une augmentation du chômage. C'est-à-dire que lorsqu'il y a plus d'immigrés en fait, en provenance de pays étrangers, notamment même non européens, et bien ça ne produit pas plus d'immigration dans le pays, ça ne produit pas plus de chômage dans le pays d'accueil. Au contraire, en fait, ça peut même le réduire dans certains cas et dans certaines situations. Et ça s'explique par deux choses. C'est que finalement, en grande partie, les personnes immigrées travaillent dans des secteurs pour lesquels il y a des manques de main-d'œuvre, donc ils contribuent à créer de la richesse, et cette richesse permet ensuite d'accroître l'emploi de personnes nationales. Merci. Deuxième question, Raphaël Legendre. Raphaël. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup pour cette présentation, c'était absolument passionnant. J'avais deux petites questions, moi, pour Jean Pisani. Bonjour Jean. La première concerne la campagne de vaccination. Tu as été très critique sur la campagne européenne de vaccination. Je voulais savoir si tu pouvais un petit peu développer, à la fois sur le quantum, dans la mesure où 2 milliards, tu me corrigeras si je me trompe, mais 2 milliards de vaccins ont été commandés, et sur la politique de minimisation, je vais y arriver, pardon, des coûts. Je crois comprendre que la France a beaucoup traîné effectivement pour prendre les premières commandes, mais que l'Allemagne, qui présidait l'Union européenne, elle a poussé, on s'y est mis dès juin. Donc, quelles sont tes critiques là-dessus? Une deuxième question sur le cadre budgétaire. Quelles pourraient être les propositions françaises dans la réforme du cadre budgétaire européen selon toi? Merci. Jean, on ne t'entend plus. Pardon. Voilà. Sur la question vaccinale, le reproche qui est fait à l'Union européenne, c'est que les approvisionnements prévus sont importants, effectivement, mais sont quand même plus faibles que ceux qu'on observe dans d'autres pays. Et donc, la question de savoir si on a suffisamment investi au moment où on pouvait investir sur le portefeuille de vaccins potentiels qui permettait de répondre à la situation. Comparaison Europe-États-Unis, on a investi sensiblement moins, puisque les États-Unis ont tout de suite mis en place cette opération Warp Speed avec de l'ordre de 10 milliards d'investissements. Et en Europe, on a eu à l'époque une stratégie qui était plus une stratégie d'approvisionnement au meilleur coût, avec un portefeuille vaccinal qui faisait une part plus importante à des offreurs traditionnels, dont les résultats se sont révélés décevants, y compris évidemment Sanofi. Voilà, donc la question, il me semble, le reproche qui va monter, c'est de la part d'un certain nombre de pays. Pourquoi est-ce qu'on est passé par l'Union européenne? On aurait pu faire mieux par nous-mêmes, on aurait pu avoir des stratégies plus agressives, on aurait pu choisir de payer plus cher, on aurait pu du coup être approvisionné plus tôt. Je crois que la volonté européenne d'avoir une stratégie commune était juste. Je pense que la politique qui a été suivie me semble avoir été un peu précautionneuse sur le plan des montants et un peu traditionnaliste sur le plan du choix des offreurs, avec peut-être des objectifs de politique industrielle un peu traditionnelle de répartition entre les offreurs qui ne s'est pas révélée payante. Sur le deuxième point, sur les règles, je pense que c'est un grand chantier ouvert sur lesquels il n'y a pas actuellement beaucoup encore de propositions sur la table. Alors il y a des propositions très ambitieuses et très radicales d'Olivier Blanchard, Alvaro Leandro et Joachim Zettelmeier, consistant à dire sortons des règles numériques, ayons un standard de soutenabilité et apprécions la soutenabilité et les risques du coup
de restructuration de la dette et sortons complètement du système des règles numériques. Il y a des propositions autres qui ont été formulées alors avant, qui étaient plus conservatrices, consistant à dire allons vers une règle généralisée de dépenses qui soit dont l'intensité soit déterminée par le niveau d'endettement cible, qui permet de rester dans le cadre plus de Maastricht, mais avec une modification qui est quand même très très substantielle par rapport à la situation actuelle. Et ça a été proposé à la fois par le Conseil budgétaire européen, par le Conseil d'analyse économique, par les économistes français et allemands, etc. Donc, il y avait un certain consensus là-dessus. Donc, je pense qu'on a une base, mais maintenant, il faut que la discussion s'ouvre, et je pense qu'il serait très souhaitable, effectivement, qu'on réforme avant de remettre en place les règles. Bien, merci. Alors, il y a des tas de questions, mais comme on s'était fixé des règles strictes, je les résume. Elles reviennent toutes à peu près au même. Et je vais demander à Patrick, à Alain, à Dominique, enfin à tous ceux qui ont évoqué le sujet. La question de fond, c'est est-ce que vous pensez que les taux d'intérêt et l'inflation vont rester bas? Parce qu'au fond, c'est ça le cadre qui permet d'imaginer que l'année 2021, ça ne va pas être dramatique. Donc, je parle évidemment de taux d'intérêt réel, hein, donc pour éliminer le problème de ce qu'a évoqué Alain Tranois, évidemment des rapports entre l'inflation et les taux d'intérêt nominaux. Est-ce que vous voulez bien répondre? Et puis après, avant ça, parce que c'est la dernière question, je rappelle juste que nous avons des tas d'événements, je dis ça pour les uns et les autres. Nous aurons Bernard Guénier qui s'exprime dans un web séminaire le 28, et puis on a le 4 février, alors là un grand truc qu'on fait avec des médias prestigieux, et notamment Ouest France, et qui aura lieu fictivement, puisque ce sera évidemment en distanciel, qui aura lieu à Rennes, et qui porte sur la question majeure, auquel pour le moment je ne vois pas de réponse bien claire de la part des pouvoirs publics, qui porte sur va-t-on réellement réindustrialiser le pays? Mais c'est un autre sujet. Donc je vous propose, je vais laisser le temps à mes trois camarades ou d'autres qui souhaitent intervenir de donner leur position sur les perspectives telles qu'ils les voient, des taux d'intérêt nominaux, réels et de l'inflation. Patrick, enfin tous ceux qui veulent intervenir d'ailleurs, et on termine là-dessus. Oui, je sais pas comment. Je commence, mais par rapport à ce qu'a dit Alain, il ne faut pas oublier une chose quand même, c'est que la partie de la dette qui est détenue par la Banque centrale a un statut très différent, puisque la Banque centrale rend ses profits aux États. Hein, donc le sujet d'inquiétude sur la dette et les taux d'intérêt, c'est à partir du moment où la Banque centrale n'achètera plus la dette. Hein, donc c'est quoi, 2023, donc on n'a pas d'inquiétude d'ici là. Mais sur l'inflation, il y a, il me semble, un assez grand consensus chez les économistes pour dire que tant qu'on a un sous-emploi massif, un taux d'emploi qui a baissé, un taux de participation qui a baissé, il y a très peu de risque d'inflation, mais que structurellement, il y a des mécanismes inflationnistes de moyen terme. Il y a le vieillissement démographique, il y a la transition énergétique, il y a le retour à des chaînes de valeur plus régionales. Donc on a plutôt l'idée que le profil de l'inflation, ça va être très bas pendant quelques années, puis un rétablissement, et que donc effectivement, on peut avoir un problème de dette en 2024, 25, 26, post-banque centrale, et au moment où cette poussée de l'inflation, à nouveau due à des causes structurelles et pas à des causes conjoncturelles, serait présente. Merci. Peut-être qui veut intervenir, Dominique, Alain. Dire un mot. Oui, non, mais je suis d'accord avec ce que mes collègues ont dit, tant Patrick qu'Alain. Je pense que à court moyen terme, c'est-à-dire jusqu'en 2023, on peut imaginer que l'hypothèse selon laquelle les taux d'intérêt resteraient bas semble la plus probable. Les anticipations telles qu'on peut les mesurer sur les marchés montrent que pour le moment, les opérateurs anticipent des taux encore bas. Bon, donc je ne vais pas répéter les arguments qui ont été avancés. Je suis d'accord avec Patrick quand il distingue bien les marchés d'actifs où là, nous allons avoir des hausses encore très importantes et une volatilité qui va perturber peut-être nos économies. Mais par contre, sur le marché des biens et services, il y a une interrogation. L'interrogation, c'est aussi de savoir, ce qui n'a pas été dit, je crois, c'est que vont donner les prix des matières premières et de l'énergie. Là, on peut penser que ça va jouer, comme on le voit d'ailleurs en ce moment,
plutôt dans le sens d'une poussée inflationniste. Hein. Donc, il y a des éléments qui donnent à penser que sur les biens et services, là, il y aura peut-être une poussée d'inflation. Et alors, est-ce que comment réagira la Banque centrale? Je termine là-dessus, sa fonction de réaction. Est-ce qu'elle réagira très vite dès lors qu'il y aura une petite accélération de l'inflation? Si on prend son schéma de réaction du passé, si on reste en dessous des 2% d'inflation, elle ne devrait pas bouger. Mais si jamais il y a un sursaut d'inflation qui se rapprocherait du 2%, alors peut-être, on peut imaginer qu'il y a une hausse des taux d'intérêt. Mais il y a un tel risque à monter les taux d'intérêt, en tout cas sans prévenir et d'une manière significative, que notamment sur les marchés financiers, les marchés obligataires, etc., que je crois que la Banque centrale restera prudente très longtemps dans son éventuelle politique de hausse des taux d'intérêt. J'ai fini. Ok. Un dernier mot peut-être, Alain, si tu le souhaites. Ouais. Bon, je vais exprimer sur 2021, donc je vois pas de risque, disons, de remontée des taux sur 2021, ni de retour de l'inflation. Après, je suis d'accord avec mes collègues que sur les années suivantes, il peut y avoir, disons des remontées et à la fois de l'inflation et des taux. Maintenant, c'est le rythme auquel on assistera à cette remontée qui reste une grande inconnue. Alors, pour moi, le grand facteur de risque, c'est de savoir si le programme vaccinal dans les pays occidentaux va réussir. On le pense tous, à 90%, à 95%. C'est un peu comme l'histoire du débarquement. Si ça marche, à ce moment-là, ça veut dire que une année après, dans l'ensemble du monde, on aura gagné la partie. Si jamais il y a des difficultés qui n'ont pas été prévues, parce que c'est une maladie nouvelle, parce que c'est un virus nouveau et qu'on ne connaît pas très bien, si finalement il nous échappe quelque part, là, évidemment, les perspectives pour les occidentaux et pour le monde sont différentes. Comment réagiront dans ce petit cas de figure, on peut dire de 5 à 10%, d'un échec relatif de la stratégie vaccinale sur ce premier semestre, même si ça se prolonge jusqu'au mois de septembre? Là, c'est un facteur d'incertitude globale et donc qui pourrait remettre en cause un certain nombre de scénarios. Merci. Juste peut-être un mot plus personnel, c'est quand on regarde cette crise telle qu'on la vit, elle ressemble étrangement à des crises qui avaient disparu depuis un siècle et demi, qui étaient les crises exogènes, qui à l'époque, donc c'est un événement extérieur qui crée la crise, c'est pas un événement endogène tel qu'une crise financière, c'était les crises agricoles, et on s'aperçoit que quand on reprend toutes les crises assez régulières qui avaient lieu liées à ces phénomènes exogènes, peu importe que ce soit une pandémie ou que ce soit un problème climatique à l'époque, on s'aperçoit que les sorties de crise ont toujours été très longues. Et donc, je rejoins un peu le sentiment général, c'est que arrêtons de penser que cette affaire va se régler dans les mois qui viennent. Ça ne sera évidemment pas le cas. Je remercie tout le monde. Je voulais juste dire qu'on lance le débat. Il y a beaucoup de gens qui sont passionnants sur cette capacité à lancer le débat. C'est tous les think tanks, et Dieu sait s'ils sont talentueux. Il y a nous. Il faut que notre pays lance le débat, un débat normal que nous n'avons pas et qui, j'allais dire, permettra au fond une expression citoyenne beaucoup plus large que celle que nous avons aujourd'hui. Je vous remercie, je vous souhaite une bonne journée et au prochain événement du Cercle des économistes. Merci beaucoup.